Donc le premier, on l'a écrit, c'était au moment de mon burn-out en 2012-2013, j'étais encore assez général, et en fait c'est un défi que j'avais lancé à des agilistes. On en avait parlé au mois de juin, et moi j'avais envie de récolter plein de témoignages, plein de récits de tout ce qu'on faisait dans les transformations agiles de l'époque, et j'avais embarqué une bande de copains et de copines. Et je leur avais dit, on va écrire tous nos récits de transformation et tout, mais on a un challenge, on démarre en septembre, et le bouquin il doit être prêt, disponible sur scène à Agile Grenoble, c'est le 15 novembre. Et on l'a écrit en mode agile, donc je faisais un peu le Scrum Master de l'époque, des itérations hyper courtes, toutes les semaines. On a le produit qui a émergé de semaine en semaine. Et le jour J, avec Alexandre Boutin, sur scène, il avait le bouquin, le premier bouquin. Donc voilà, c'est une collection en fait qui dure depuis très longtemps. On a eu des préfaciers de renom, comme Isaac Gates, comme Gilles Charest sur la sociologie, la sociocratie, etc. Et puis, il y a eu un virage aussi pendant le Covid, où on a commencé à changer la thématique des ruptures douces. Donc là, on s'est appuyé sur les écrits et les travaux de Claude Aubry, donc un doyen de l'agilité, sur comment utiliser des mécanismes de rétrospective, etc., pour se rendre résilient pendant le Covid. Voilà, donc on a changé un peu les thématiques jusqu'à l'idée de supporter la conf Rupture douce, parce que j'étais tellement déçu de ne pas pouvoir participer la première fois. Et il n'est pas là, celui qui m'est venu me chercher et qui... Il s'en veut tellement. Ouais, il s'en veut. Et puis voilà, et ce projet, c'est intéressant parce que c'est encore une autre... Puis c'est vraiment à l'image de ce qu'on vit tous les deux aussi. Plutôt que des virages, on parle de bifurqueurs. On a bifurqué complètement. Et ce qui était génial, c'est que je n'ai pu venir que la matinée quand on a fait la conférence. Je pense que ça pourrait être le thème du prochain Rupture douce, c'est les bifurqueurs ou les bifurqueuses, parce qu'on n'avait que des gens qui ont bifurqué. Et je pense que c'est tellement vecteur de sens aujourd'hui qu'on aurait plein d'histoires à glaner. Et je suis désolé, au-delà du numérique, parce que franchement, le numérique, 2 minutes, ça va. Mais bon, voilà. Donc, on est venu vous parler d'autres choses avec Sophie. On est venu parler, donc on a bifurqué. On a créé une ONG il y a déjà 5-6 ans, juste avant le Covid d'ailleurs, parce qu'on devait repartir avec mon fils aussi qui est embarqué là-dedans au Ladakh faire des choses. Et on a été scotché. Pendant le Covid, on s'est pas ennuyé puisqu'on a quand même fait des choses à distance. On a fait de l'accompagnement de jeunes sur des plateformes de mentoring, typiquement. J'ai fait ce genre de choses. Et mais moi, on est des grands voyageurs parce qu'on a même vécu en Inde, etc. Donc j'avais qu'une envie, c'est de repartir. Et un des premiers trucs qu'on a fait, donc je vais pas me mettre debout, mais c'est au Sri Lanka. Et ce qu'on a fait au Sri Lanka, en fait, c'est un pays qu'on a découvert tardivement, même si on a vécu en Inde, parce qu'on n'avait jamais voulu y aller avant. Mais ce qu'on a découvert, on a découvert, si vous aimez randonner, une randonnée qui est fantastique, qui s'appelle le Pekoe Trail. C'est quelque chose qui fait 300 km, c'est des étapes de 15-20 km, et vous parcourez toutes les plantations de thé. C'est juste magnifique en termes de paysage. C'est par contre, ça fait très mal au cœur au niveau des populations qu'on rencontre. C'est des gens qui vivent en état d'esclavage. C'est des populations tamoules qui ont été importées là par Sir Lytton il y a 200 ans et qu'on maintient dans ces situations d'esclavage. Et ce qu'on a rencontré là-bas, c'est une ONG, puisque je cherchais une ONG très sérieuse et pas du volontourisme. Vous savez, le volontourisme, c'est des sites, vous allez dessus, vous allez caresser des éléphants, compter des tortues, ou éventuellement discuter en anglais avec des gamins, mais vous devez payer 700 balles la semaine, plus votre temps, plus le billet d'avion, etc. Et là, on a rencontré en fait une ONG qui s'occupe des enfants, enfin des jeunes là-bas, parce que les jeunes, quand ils voient l'avenir qu'on leur réserve sur place, il y a une tendance suicidaire importante, il y a un mal-être social extrêmement important, et cette ONG en fait les prend après le bac, un bac qui leur apporte rien par le fait. Et l'idée au début, c'est qu'ils leur apprenaient l'anglais, et puis rapidement derrière, ils ont vu qu'il fallait leur faire travailler leur employabilité, et puis leur faire travailler des possibilités de les accompagner sur l'entrepreneuriat, quoi. Et c'est une ONG qui a démarré par un centre avec une centaine d'adultes, maintenant, de jeunes adultes. Maintenant, ils ont 5 centres, ils ont à peu près 500 jeunes par an, puis des grosses promotions. Ils ont grandi comme ils pouvaient. Et donc, je leur ai aussi apporté des outils de management 3.0 pour qu'ils évoluent. Parce que malheureusement, ce qui se passait, c'est qu'ils vivent dans une culture très instructionnelle, très descendante. Et donc, l'enseignement est très descendant, très instructionnel. Et évidemment, c'est des enseignants qui deviennent managers, donc on retrouve aussi un management très descendant aussi. Voilà, donc on est allé là-bas, on a fait ça, puis on va vous présenter un peu plus en détail. On les a fait travailler sur nos outils agiles, donc ce que vous pouvez voir dans certains croquis tout en haut. Déjà, ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, c'est travailler en mode atelier, donc pas assis côte à côte,
sur une chaise en plastique dans une petite salle avec l'estrade et l'instituteur et l'enseignant. Là, vous voyez, ils ont travaillé avec le Canva de la proposition de valeur. Donc, on leur a fait, vous avez les lignes Canva à côté. On leur a fait faire tout ce genre de choses. Et ce qu'on a apporté donc à ces jeunes et à leurs encadrants, c'est toutes ces techniques d'atelier. Mais il a fallu qu'on apporte autre chose, c'est-à-dire qu'ils changent aussi leur façon d'enseigner et qu'ils soient beaucoup plus dans une pédagogie dite dialogique pour créer du dialogue, etc. Et avec un autre outil que Sophie leur a apporté. Alors oui, on a formé donc les enseignants, les formateurs des jeunes et aussi les coordinateurs parce qu'ils fonctionnent avec des coordinateurs, donc ils coordonnent les enseignants. C'est un peu le système anglophone en fait dans l'école. Et donc on les a formés à la facilitation graphique. Donc l'idée c'était de leur apporter un nouvel outil qui leur permettrait d'échanger différemment avec les jeunes et de leur faire d'avoir une approche différente puisque habituellement ils ont une approche très pyramidale, très instructionnelle. Voilà. Sachant aussi que l'enseignement il se faisait principalement en anglais et que certains jeunes, même si on leur apprend l'anglais, ils maîtrisaient pas encore très bien l'anglais puisque c'est pas du tout leur langue maternelle. Hein, c'est des jeunes qui sont de langue maternelle tamoule. Voilà, c'est pas la même écriture, c'est pas la même structure de phrase, c'est pas voilà, tout est différent. Donc ça leur a permis d'avoir un outil pour apprendre aux jeunes différemment. Voilà, donc vous voyez là il y a quelques photos. On les a formés, ils étaient très contents et dès le lendemain, ils attendaient que ça, avoir des outils et dès le lendemain ils se sont saisis du truc, ils l'ont mis en application. Vous voyez dans les salles de cours, voilà il y avait de la facilitation graphique et ça a bien fonctionné. Voilà, ils sont vite revenus vers nous et pour nous montrer tout ce qu'ils faisaient et les jeunes aussi étaient très contents. Voilà. En fait, ils sont emparés de tout ça, quoi. Mais du jour au lendemain, et j'en ai la chair de poule parce qu'il y a des des enseignants qui sont venus nous voir, mais là on avait des jeunes qui étaient bloqués, on avait des classes qui étaient bloquées, ça les a débloqués vraiment parce qu'il fallait un autre vecteur. Voilà, et donc moi j'avais fait un peu le parallèle parce que moi je viens de la formation d'adultes, c'est mon univers, et j'ai beaucoup travaillé avec les publics non francophones, donc français langue étrangère, ou les publics en situation d'illettrisme, et donc en formant les formateurs, on les avait aussi formés à la facilitation, enfin je les avais aussi formés à la facilitation graphique, et les retours que j'avais, c'était que ça fonctionnait plutôt bien. Donc voilà, ça permet d'une expérience ici de transférer ça un petit peu ailleurs. Parce que vous voyez en bas là de ce côté-là, donc en bas à droite, bah, vous voyez, ils jouent Delegation Poker, du Moving Motivator, etc. Donc j'ai vraiment brainwashé au management 3.0 avec les outils de base. Et là-bas, bah, ils ont adoré parce que comme c'est très ludique, etc. Puis ils sont très dans l'oral, etc. Et puis ça perdure et puis ça se reproduit, etc. Donc, certains d'entre vous le savent, j'en parlerai après. Hein. J'écris beaucoup de guides, dont un guide super pratique sur le management 3.0 en français et en anglais. Et donc, je viens aussi avec tous ces guides-là pour qu'ils puissent après faire perdurer le truc, parce que ça va assez vite, quoi. Voilà. Et puis, tu veux y aller là-dessus ou j'y vais? Bah, démarre. Après, donc, on est allé au Népal. Alors, c'est opportuniste à chaque fois parce que nous, on est des grands randonneurs. Donc, c'était l'année dernière, on n'avait pas prévu d'aller au Népal, on devait aller en Birmanie, mais comme le pays malheureusement est bloqué par la guerre civile, on a été au Népal au mois de mars et l'agence de trek qu'on avait prise, c'était une agence responsable avec deux frangins super cool et après les treks et tout, si on voulait, on pouvait aller faire de l'humanitaire dans leur village, un village complètement paumé, pour aller aider un petit peu la population locale. Et donc, ce que vous voyez tout là-haut, c'est ça. Je crois que c'est l'expérience que je vais m'en souvenir toute ma vie. C'est cette communauté de femmes. Alors, pourquoi une communauté de femmes? Il n'y a pas d'hommes dans les villages au Népal. Tous les hommes sont partis travailler dans les Émirats ou travailler s'ils ont un peu plus d'instruction en Corée, en Russie ou au Japon. Donc, ce sont les femmes qui s'occupent dans leur village de tout, de 5 heures du matin à 22 heures. Donc, faut aller couper le bois pour faire à manger, parce qu'on fait à manger au feu. Faut s'occuper de tous les jeunes enfants, tous les enfants jusqu'aux ados, tous les aïeux qui sont à la maison. Voilà. Il y a les bêtes, traire, etc., les champs. Ça, c'est leur quotidien. Okay. Et elles se sont mises en coopérative quelque part pour essayer de partager un certain nombre de choses, de mutualiser des ressources, essayer de grandir ensemble et trouver des sources de revenus.
Et en fait, ce que je fais toujours quand je suis en voyage, on le voit là-haut de dos là avec sa casquette, c'est Shangam, c'était notre guide, parce que je l'ai fait aussi au Sri Lanka, etc. C'est toujours des gens qui ont plein de volonté, qui veulent accéder à un meilleur avenir. Donc à chaque fois, j'arrive avec mes trucs, mes lignes Canva, mes machins et tout, et puis je leur vrille la tête avec tout ça pour qu'ils rebondissent. Et quand il me parlait de cette communauté de femmes et tout ça, et quand on avait parlé un peu du link Canva et tout, il me dit ouais, ça serait intéressant de le faire avec les femmes de la communauté rurale. Je dis, le Lean Canva qui vient de la Silicon Valley, machin, ouais, t'inquiète, on va se débrouiller et tout, sachant que ce sont des femmes pour la plupart illettrées, qui ne parlent que népali, donc même pas anglais, quoi que ce soit. Et il dit, bon, bah go, on va y aller, quoi. Et un beau matin, quand on était là-bas, il nous a dit, c'est bon, elles sont prêtes, on le fait à 8 heures du matin. Et là, on voit de toutes les petites maisons, on voit des femmes, une cinquantaine de femmes, toutes avec le même sari, très fières de leur communauté quelque part. Elles avaient un sari d'uniforme en fait pour la communauté, donc un sari rouge, parce que le rouge là-bas c'est la couleur des femmes, donc elles sont pratiquement toujours habillées en rouge, et donc on les voit arriver en petit groupe, et les plus anciennes, hein, les plus âgées, qui ont mon âge d'ailleurs, les plus âgées, elles faisaient du porte-à-porte dans le village pour motiver les plus jeunes qui avaient encore les enfants, la nourriture, le ménage, etc. à faire, à leur dire bon c'est bon, maintenant vous laissez tout et vous venez à la réunion de la coopérative. Et moi je m'attendais à ce qu'on aille faire ça dans une école, hein, pour avoir des murs. Moi j'avais acheté du papier, du machin, du bidule, sachant qu'acheter du papier dans ce genre de pays comme au Sri Lanka, c'est une des ressources les plus rares, hein. Donc c'est compliqué. Et là, non, on arrive, on est dans un champ, il y avait un arbre, et là on dit c'est là que ça se passe. Ah, je vous dis pas, là, c'est là qu'on se dit qu'il faut avoir un peu de talent en facilitation, parce qu'en 5 minutes, là, il faut pas se démonter et il faut y aller, quoi. En plein soleil. En plein soleil, évidemment, parce que même à 9 heures du matin, on cramait, quoi. Et puis elles s'installent, 50 personnes, là, comme ça, en rond, parce qu'elles ont l'habitude de travailler comme ça, quoi. Je dis non, on a déjà mis un bon moment à les mettre en petits groupes de 5. Et puis après, bah, vous voyez Sophie, on avait quand même réussi à trouver du papier un peu comme type paperboard. On avait dessiné un ligne Canva. Et puis on avait Shangam, donc qui était avec nous. Et on n'a pas fait tout le ligne Canva parce que ça a duré qu'1 heure et demie. Mais on a commencé à travailler sur les segments de clients, sur les problèmes qu'elles avaient, enfin que leurs clients avaient pour venir jusqu'à elles, trouver des solutions, etc. Et de les faire par petits groupes comme ça. Et puis avec des questions. Alors les questions orientées solutions que le guide traduisait, leur donner des petits bouts de bâton pour avoir le bâton de parole, et ce qu'elles ont retenu, c'était peut-être le meilleur outil qu'on leur ait donné. Voilà, donc voilà comment on a été trimballés nos outils agiles aussi là-bas, et elles en demandent quoi en plus. Le bâton de parole, c'était de la paille ramassée par terre. Hop, ça servait. On a fait local, hein, on s'est adapté. Voilà, et puis Shangam, il fallait qu'il passe dans les groupes pour traduire, parce qu'en fait, il était tout seul pour les 50 femmes pour faire le lien entre ce que nous on disait et donner toutes les consignes, toutes les instructions à tous les petits groupes. Il y avait très peu de femmes qui parlaient anglais. Et là, c'est là qu'on voit qu'on touche vraiment l'essence de la facilitation du coaching, dans le sens où un bon facilitateur au coaching se fout du contenu de ce qui est produit. C'est pas son job. C'est vraiment de s'attacher sur les interactions entre les personnes, de vérifier que ça fonctionne bien, etc. Donc là, on n'avait pas le choix puisqu'on captait rien, quoi. Donc, on demandait quand même à Shangam de temps en temps, il se passe quoi, machin et tout. Mais en plus, moi, connement, au début, j'avais essayé de chercher à ce que dans les groupes, de trouver quelqu'un qui puisse écrire ce qui se racontait et tout. Bah non, comme ils sont tous illettrés, etc., ça marchait pas. Il y avait quelques personnes qui étaient quand même lettrées. Je dis bon, on va laisser tomber. Et puis en fait, ça s'est tout fait à la tradition orale. Et ce qu'on a vu, un truc que j'ai jamais fait en France, on leur avait même pas suggéré. À la fin de chaque atelier, quand on leur avait demandé au début de restituer, en fait, on a vu à chaque fois, surtout les 2 premières, 2 femmes arriver. Une qui jouait la personne qui appartenait à la communauté, une qui jouait le client. Et clac, 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 clac. Et nous, on est restés là, on est là, putain, c'est... Donc on s'est dit comment on peut restituer ça, comment avoir une trace, puisqu'il n'y avait pas d'écrit. Donc on a enregistré, on a fait des petites vidéos. Voilà, puis ça servait à rien parce qu'elle s'en foutait aussi. Elle, pour elle, c'était ancré, et le lendemain. C'était plus pour nous, en fait. Et le lendemain, on a rediscuté avec ces femmes-là qui parlaient pas népali. On leur a appris du coup à utiliser Google Traduction parce qu'elles connaissaient même pas sur leur smartphone, pour leur demander leur feedback. Et on a eu leur feedback en népali traduit. On a fait des captures d'écran pour nous parce que c'était des super cadeaux. Et puis après, ce que je voulais absolument faire là-bas, donc c'est un autre sujet sur lequel, donc vous voyez, on travaille sur l'entrepreneuriat agile, sur l'employabilité aussi avec les jeunes. Et puis un autre sujet qui était pour moi dans les fondamentaux de notre asso,
c'était de travailler, de développer en fait ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle qui sont identifiées par le Forum économique mondial, pour faire en sorte que ces jeunes soient prêts pour accéder à une vie digne, professionnelle, sociale, etc. Et donc, le World Economic Forum fait des travaux régulièrement. Je vous en parlerai un peu plus tard, puisqu'il y a eu un dernier rapport en 2025 qui est assez intéressant. Mais grosso modo, dans les compétences essentielles, on va retrouver l'esprit critique, on va retrouver la résolution de problèmes innovantes, la créativité, le travail en équipe, le leadership, la résilience. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on est présent depuis longtemps. Et donc, ce qu'on voit en bas là, tu veux parler de cette expérience avec les instituts, avec les gamins? Oui. Alors, on a réussi à travailler avec des enseignants d'une école primaire. Ça n'a pas été simple. Et on est allé les sensibiliser à la carte mentale. Voilà, on s'est dit, voilà, on avait travaillé sur la facilitation graphique au Sri Lanka. On s'est dit là, pour les enfants, la carte mentale, bon, ben voilà, c'est un bel outil, ils connaissaient pas. Donc, on a réussi à aller dans une classe. Ça s'est fait aussi un peu du jour au lendemain, à la dernière minute, parce que là-bas, ça fonctionne comme ça. Donc, on propose. Et puis, un jour, on nous dit, c'est bon, c'est le bonjour, allez, hop, on y va. Donc, bah, on y va. Et donc, c'est Laurent qui a animé l'atelier. Et moi, j'étais côté enfant et enseignant. Et j'ai eu un gros travail à faire parce que là-bas, comme la pédagogie est descendante, instructionnelle, ils ont un peu tendance à faire à la place d'eux. Et quand les enfants ne savent pas, on les gronde, on les malmène, et puis en gros on leur dit t'es nul, dépêche-toi, va plus vite, etc. Donc moi mon rôle c'était de récupérer les enseignants et de les éloigner des enfants pour que les enfants ils puissent prendre le temps dans leur temporalité à eux en termes d'apprentissage, puisque chacun a une temporalité différente pour apprendre, avec une manière différente d'apprendre, et pouvoir créer leur propre carte mentale. Et tu avais travaillé sur qui je suis, au fait. En fait, j'aurais fait faire une personal map du management 3.0. Voilà, donc voilà, chacun à leur rythme, ils ont plus ou moins réussi à créer leur propre carte. Donc c'est pareil, on avait apporté tout le matériel parce que là-bas il y a rien. Donc, on avait déshabillé une papeterie locale en fait, qui était contente. Parce que l'idée, quand on fait, ce qu'on a appris aussi quand on fait de l'humanitaire comme ça, c'est pas de venir avec son matériel. C'est pas la chose à faire. Il faut faire profiter en fait les métiers locaux. Et donc, il faut se renseigner comment on peut localement aller acheter ce qu'il faut, quoi. Ce qui était un challenge pour notre guide, parce que je lui ai dit, il me faut ça, ça, ça. Il m'a dit, voilà, machin, bidule et tout, il faut qu'on aille loin et tout. Puis en fait, on a été dans le village d'à côté. Moi, j'ai fouiné, on a grenouillé, on a vu qu'il y avait un truc qui ressemblait à une mercerie, bazar, papeterie. On a été discuter avec la dame. Elle est contente, elle avait fait son chiffre d'affaires du mois. Et puis, et voilà, donc faut aussi, parce que ce qu'on essaye de faire, c'est d'accompagner, c'est que les communautés qui sont autour soient embarquées aussi, parce que si on veut qu'il y ait un changement culturel, c'est pas que local, quoi. Puis un gros challenge aussi qu'on a eu à faire, comme partout où on va, comme on a fait avec les femmes, comme on a fait aussi le cas, c'est en termes de host leadership, c'est qu'il faut qu'on crée l'espace. Donc en général, il faut qu'on leur pète leur espace, qu'on déstructure leur espace, parce que là, c'était que des tables et puis des chaises les unes derrière les autres. Dire, non, on pète tout, puis on met en format atelier, chose qu'ils ne savent pas faire. Et là, c'était compliqué. On a eu du mal dans la classe. Du mal à chaque fois, mais après, les gamins, ils nous lâchaient plus, quoi. Et puis alors après, encore une autre opportunité. Puis après, donc on a eu une autre opportunité, comme on travaille avec la coopérative de femmes, et que moi, ici en France, je me suis formée à la couture. C'était déjà un des dadas que j'avais pour travailler autour du développement durable, autour du textile, et avoir une consommation qui soit plus responsable autour de ces sujets-là. Donc, je m'étais formée à la fabrication de serviettes hygiéniques lavables. Donc là, on va sur un sujet qui est plutôt la santé des femmes, l'autonomie, voilà, qui touche aussi le côté financier, puisque quand on fabrique ses propres serviettes, ça coûte moins cher que d'aller en acheter tous les mois. On touche aussi à des sujets qui sont souvent très sensibles et très tabous dans toutes ces cultures-là, puisque là, on était sur un village où la majorité des habitants étaient hindous. Voilà, donc la place de la femme dans la culture hindoue, elle est vraiment très particulière. Il y a quand même pas beaucoup de respect pour la femme, faut dire clairement les choses. Et le fait
ça t'en as pas parlé, mais le fait qu'elles se soient montées en coopérative et qu'elles puissent avoir leurs propres revenus, ça leur a permis de gagner, c'est ce qu'elle elle-même nous disait, un peu de respect, plus de respect de la part des hommes qui, eux, étaient partis travailler à l'étranger et que quand ils revenaient, ben voilà, ils voyaient que ben, ça fonctionne bien. Elles sont quand même autonomes pour certaines choses, elles arrivent à avoir des revenus. Et donc, voilà. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas travailler sur ce sujet-là avec les femmes. Alors là, moi, j'avais rien préparé, on n'avait apporté aucun matériel, alors qu'il faut quand même des tissus spécifiques, etc., qu'on trouve pas là-bas. Mais dans la communauté, il y avait 2 femmes qui étaient tailleurs. Voilà, donc on s'est dit, bah, pourquoi pas travailler avec elles, comme ça, on les forme, et puis après, elles feront le relais dans la communauté. Donc, on a réussi à regrouper à peu près une petite dizaine de femmes, et on a monté l'atelier. Voilà. Et puis Laurent m'a dit, bah écoute, c'est sympa là l'atelier, mais peut-être qu'on peut travailler aussi. Moi d'habitude j'arrivais avec des notices pour que je leur donne à la fin où bah, tout est récapitulé avec les différentes étapes, comment fabriquer sa serviette hygiénique En lavable. mode instructionnel. Voilà. Alors Donc, l'atelier non, mais après la notice oui. Donc traduite dans différentes langues, et là on l'avait traduite en népali. Voilà, en hindi et en népali, qui sont 2 langues assez proches. Et là, on me dit, bah écoute, pourquoi elles feraient pas elles-mêmes leur propre notice? Alors on s'est dit, bah ok, allez, on va travailler comme ça. Et donc dans l'atelier, je cherche la photo. okay. Elle est là-haut, voilà, là-haut, on voit. Donc on a travaillé pas à pas, c'est-à-dire que on travaillait une première étape, par exemple la fabrication du patron. On n'avait vraiment rien, donc. Sur parole, là. Voilà. Et il a fallu trouver dans le groupe des femmes qui savaient écrire, voilà, qui étaient assez à l'aise avec l'écrit pour pouvoir porter la parole des autres. Donc, on faisait une étape, on apprenait bon, à dessiner un patron, à le découper, hop, elles discutaient entre elles, et ensuite, il y en avait une qui restituait, vous voyez là-haut, on voit, qui écrivait, qu'est-ce qu'on vient de faire, etc. Donc, bah, il fallait déjà et tout ça avec un traducteur toujours, avec Shangam qui était traducteur. Donc, il fallait qu'elles comprennent, qu'elles fassent. Ensuite, qu'elles analysent un petit peu ce qu'elles avaient fait pour synthétiser l'information, et ensuite pouvoir la retranscrire, l'écrire, discuter entre elles et l'écrire sur le papier qui était au mur. Donc voilà, c'était très intéressant comme démarche. Donc on a fait ça vraiment petit à petit, pas à pas pendant l'atelier. Et puis ensuite, donc ça leur a permis vraiment de s'approprier la démarche. Et après, elles ont conservé ce document, cette création, voilà. Et pour les tissus, on a utilisé des tissus qu'elles avaient sur place dans l'atelier. On s'est adapté. En disant ben voilà, ça c'est, on va imaginer que c'est tel tissu, ça c'est du coton, ça c'est des serviettes éponges, ça c'est ça, et ça a très bien fonctionné, quoi. Et ce que j'ai fait avec Shangam là-haut, c'est que j'étais censé, puisqu'il s'intéressait à l'agilité et tout, je lui ai expliqué comment tout cet atelier-là avait été effectué avec un esprit agile, c'est-à-dire qu'avec Sophie, même quand Sophie allait trop vite, je lui dis on s'arrête, là on va dire que c'est une petite version, c'est un incrément, on les fait se poser, donc petit côté réflexif, qu'elles écrivent, donc elles étaient timides, donc elles se passaient le crayon pour savoir, etc. Après on disait voilà, maintenant on va faire le petit coup d'après, donc Sophie leur expliquait le petit coup d'après, etc. Donc on a essayé de mettre un peu d'agilité à leur niveau aussi, et pas de tout pousser. Et puis il fallait freiner notre ami Shangam, parce que c'était le mec, donc lui il voulait pousser un peu tout le monde, etc. Il dit non, à chaque fois moi je l'écartais, je lui dis tu interviens quand Sophie te demande, c'est tout. Et sinon, moi, je t'explique ce qui est en train de se passer pour te donner un regard agile sur ce qu'on est en train de faire, quoi. Voilà. Puis, encore une fois, il avait un peu cette posture instructionnelle où il voulait parler à la place des femmes, leur dire, bon, ben là, voilà, t'écris ça. Ben non, en fait, c'était à elles dans leur langage, à leur rythme, voilà. De pouvoir écrire ça. On va aller un peu plus vite là-dessus. Voilà. Alors, après, on est là au mois de mai. On a voyagé à nouveau, et encore. On est allé au Cap-Vert, sur les îles du Cap-Vert, qui n'étaient pas du tout ouvertes d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et on avait rencontré, pris contact en amont avec une Française, Magali, qui est là sur la photo, qui a des chambres d'hôtes là-bas et qui est mariée à un Cap-Verdien.
et donc chambre d'hôte, restaurant, et elle emploie des Capverdiens dans son business. Et en parallèle, elle s'occupe des enfants du village. Elle a monté une association qui s'appelle Ensemble pour le Cap-Vert. Et donc, on a pris contact avant avec elle pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire pour aider là-bas sur place et comment on pouvait apporter notre pierre à l'édifice, comment on pouvait intervenir. Et donc, à nouveau, j'ai proposé l'atelier pour fabriquer serviettes hygiéniques lavables. Elle a dit oui, et puis voilà, on a mis ça en place. Et Laurent, lui, en parallèle, il a attrapé deux petits jeunes du staff qui avaient créé dans les chambres d'hôtes des superbes salons de jardin en palette et avec des coussins recouverts en wax, le tissu africain, sénégalais, mais qui est importé au Cap-Vert. Et voilà, il y en a beaucoup, donc c'était magnifique. Et ils voulaient travailler, monter un petit business autour de ça. Voilà, donc Laurent l'a attrapé. Ils ont travaillé avec les lignes Canva. Pendant que moi, j'ai à nouveau fait l'atelier. Un petit coup de boost. Voilà ce qu'on a. Sur ce coup-là, Sophie est venue avec plein de matos parce que là, on avait pu le préparer en amont. Donc là, on a pu venir avec plein de matériel et tout ça. C'était un peu différent. Voilà, donc ça, c'est pour les expériences. Alors, il y en a plein d'autres. On va pas. Alors, il y en a en plus maintenant en France, parce que Sophie me disait c'est bien d'aller faire des choses à 10-15 000 bornes, mais ici, il y a besoin. Donc, je vous en parlerai un peu. Mais par exemple, là, je commence à intervenir en mission locale ou avec des néo-entrepreneurs réfugiés. Là, je prends pas de photos pour le moment. Là-bas, ils adorent qu'on prenne les photos, donc ça pose pas de problème. Alors maintenant, après ces petits exemples-là, on va juste revenir donc un peu sur l'ONG qu'on a créé. Donc bon, moi j'adore le Start with Why. Alors j'ai pas je l'ai conçu avec tous les outils que je m'applique depuis très longtemps. Donc pour nous, le propos initial, je viens de le changer hier, c'est dignifier les populations défavorisées. Dignifier, c'est rendre ces populations, de leur donner de la dignité. En fait, j'ai emprunté ce terme-là je suis un disciple de Dina Scherer, des pratiques narratives. Elle vient de republier 2 superbes articles sur le sujet, notamment sur dignifier les personnes âgées, ce genre de choses. Je lui ai repiqué le terme. Et donc, ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est de permettre aux personnes d'accéder à leur autonomie sociale, professionnelle et financière avec les outils qui viennent de la culture agile. Et ce qu'on a rajouté depuis un certain temps, donc puisque Sophie vous en parlera tout à l'heure, travaille pas mal dans ce domaine-là, en faisant en sorte que dans tout ce qu'ils vont faire, ils vont prendre soin de la planète. Donc, avec une démarche éco-responsable ou empruntée d'économie circulaire. Voilà. Donc, les impacts qu'on recherche derrière ça, c'est que les jeunes, ils soient nettement plus employables. Voilà, parce que alors ça, les missions locales, enfin tous ces trucs-là qu'on a autour de nous, il y a une demande incroyable. Voilà, simuler le micro-entrepreneuriat. Alors au début, je le faisais principalement chez les jeunes. Mais maintenant, je travaille beaucoup avec d'adultes. Il y a 2 jours, j'étais encore chez Pivot 78, qui est une association donc basée au Vésinet, qui accompagne des personnes en transition professionnelle qui veulent monter des entreprises, quoi. Voilà. Et puis, vous l'avez vu, l'idée, c'était aussi de réduire les fractures, fractures digitales, fractures numériques, fractures auxquelles tous les jeunes sont exposés par rapport aux compétences du XXIe siècle. Donc, c'est déjà des populations défavorisées. Et puis, dans certains contextes, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on les écarte encore plus des chances qu'ils pourraient avoir pour accéder à un meilleur futur, quoi. Et dans les impacts recherchés, quand j'ai des managers sous la main, j'essaye aussi de leur twister la tête pour qu'ils passent dans un management type 3.0. Voilà. Et donc, on va y revenir après. On a notre petite sauce secrète aujourd'hui. Quand j'ai créé l'ONG, tout ça, le début, avant que Sophie vraiment monte à bord, c'était vraiment d'utiliser tout ce que j'avais en stock. Donc, c'est le meilleur des pratiques agiles, associé à des choses que vous connaissez. Si vous me suivez, le coaching solution focus, et depuis un certain temps, les pratiques narratives. Alors, pour essayer de mettre du cadre là-dedans, et puis surtout pour pouvoir converser avec d'autres ONG, etc., il y a 2 propulseurs pour nous dans cette ONG. Il y a ce que fait le World Economic Forum au travers donc des compétences du XXIe siècle et les fameux 17 objectifs de développement durable. Donc, ça, si vous les connaissez pas, ces trucs-là, je vous invite vraiment à les voir. Je vous donnerai les slides, bien sûr, je vous mettrai les liens. Et notamment, le premier lien, en fait, c'est Sylvie, une personne géniale qui est dans l'assaut maintenant aujourd'hui, qui a décrypté, si vous ne voulez pas lire tous les rapports. Et donc, ce qu'on va trouver, alors, il y a un rapport qui fait, 200, 300 pages, je sais plus, mais je vous ai mis, il y a un autre site là où il y a des petites infographies, il y a tout un tas de trucs plus sympas pour pouvoir rentrer dedans. Mais typiquement, ce qui m'a beaucoup touché, ils ont sorti une nouvelle version donc au mois de janvier. Ce qu'on voit, c'est qu'avant janvier,
Donc, dans les compétences clés, on avait vraiment l'esprit critique, la résilience, l'agilité, le leadership, le creative thinking, la motivation, etc. Dans les 5 premiers, on commençait à parler alors j'arrive même pas à le traduire, de compétences en termes de technologie, etc., de fluidité technologique en 6e. Quand vous regardez ce qui vient de sortir pour 2030, vous voyez ce qui est passé en tête. Intelligence artificielle, big data, la cybersécurité, la techno. Heureusement, les compétences humaines quand même arrivent derrière, quoi. Donc voilà. Et vous voyez un peu quand même le shift. Ce qui fait d'ailleurs, c'est grâce à elle, et puis je commence à le faire dès la semaine prochaine en mission locale, des sessions sur l'IA, parce que les jeunes sont complètement à l'ouest, les adultes aussi en général. Et je vais intégrer des choses qui nous ont été présentées à la keynote de la conf aussi, parce que aussi d'apprendre à utiliser l'IA consciemment en évitant de faire du mal à la planète, quoi. D'accord ? Mais d'éviter tous les usages cons de l'IA, de faire des petites requêtes simples, de demander de générer un mail, une traduction, un machin, etc. Il y a plein d'outils pour le faire. Moi, je vais les amener à utiliser comme je le fais. Le 6e étage des IA, c'est comment on utilise une IA comme un coach personnel, un sparring partner, mais avec une façon de requêter qui est complètement différente. Je vous fais un teaser, ce sera un nouveau guide, c'est comment on utilise les IA de manière dialogique. Voilà. Alors, à ce sujet-là, donc comme c'est un sujet que j'ai embarqué, ceux qui ont travaillé, collaboré avec moi, ça le savent très bien, donc sur toute la partie dialogique. En fait, ce que j'ai fait, ce que je leur avais promis la première année qu'on est allé avec Sophie au Sri Lanka, je leur ai dit, je reviendrai, je vais vous écrire des livres pour vous, donc pour les enseignants et pour les jeunes. Donc pour les enseignants, j'avais écrit celui-là, qui rassemblait en fait toutes les pratiques en fait qu'on utilise et qu'on a intégrées et qu'on leur enseigne. Donc les postures avec le host leadership, le design des sessions avec les 4C de Sharon Bowman, l'art de questionnement et d'intégrer, de stimuler des interactions appréciatives et constructives avec le coaching solution focus. Récemment, toutes les pratiques narratives. Et alors, dans ces milieux-là, les pratiques narratives, c'est juste du bonheur intégral. Voilà. Et puis, on leur enseignait aussi plein de liberating structures. Et puis, évidemment, la facilitation graphique avec Sophie. Ils attendent que Sophie revienne. À chaque fois, j'y suis retourné tout seul. Ils me disaient, Sophie, Miss Sophie, elle est où? Parce qu'elle nous avait dit qu'il y avait le niveau 2, le niveau 3, etc. Donc, elle travaille avec les Canva, travaille avec le sketchnoting, travaille avec le machin. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est quand je suis retourné là-bas la 2e année avec les bouquins, ils étaient émus. Ils m'ont dit, mais t'as écrit des livres pour nous? Je dis, bah oui, je vous avais promis, j'ai écrit des livres, et voilà. Et puis, je vais les traduire en français parce que je vais les utiliser en France. Voilà. Alors, celui-là, il n'est pas traduit pour le moment. Pas encore. Donc voilà, donc la signature qu'on a, et je vous encourage à vraiment aller regarder ces trucs-là. Donc vous pouvez regarder, je crois que j'ai mis dans les liens aussi des références sur tout ce qui est le développement dialogique des organisations, hein, puisque ça vient de là. Si la plupart des transformations agiles, etc., foirent et continuent à foirer, c'est parce qu'on n'est toujours pas dans cette logique-là. Donc allez voir un petit peu ces approches-là, et c'est ce qu'on intègre et c'est ce qu'on leur diffuse. Et donc l'idée, c'est l'art de pouvoir créer des espaces génératifs de solutions. Donc par l'émergence ou d'apprentissage et via vraiment des techniques de collaboration appréciatives, constructives, et puis via réinstaller le dialogue, donc un dialogue qui va être structuré quelque part pour qu'ils puissent co-créer. Donc c'est des choses qui sont bêtes comme chou. Ça vient du constructionnisme social, ça a émergé dans les années 50, hein, ces trucs-là. Donc vous voyez, c'est vieux. C'est ce qu'on leur donne, quoi. Voilà. Et puis donc ça, je pense qu'ici vous les connaissez pas mal. Donc là où il y a des petites vignettes, c'est on commence à regarder à peu près où on tape avec l'assaut. Et puis Sophie va en parler un peu plus tard. Elle a rajouté des composantes aussi, donc qui vont même maintenant au-delà plus de la thématique agile et dialogique. Mais on va essayer de se situer là. Et ça, vraiment, en plus, quand on va à la rencontre de ces populations, ça crée un lien direct parce qu'ils les connaissent bien, ces modèles-là, en fait, puisque ça les touche directement. Quand je travaille avec les réfugiés qui sont néo-entrepreneurs, donc qui viennent de plein de pays différents aussi, ils ont beaucoup de projets qui sont liés à ça aussi, donc ça marche très très bien. Donc en termes de vocabulaire, ça permet en termes de communication de se connecter extrêmement facilement. Voilà. Alors notre petite sauce, je vous en ai déjà parlé. Ça, je vais passer parce que j'en ai déjà parlé. C'est les sujets sur lesquels on travaille. Les petits, on travaille avec des personas aussi. Donc voilà un peu un exemple de persona. Je vais y revenir. Donc on a Ayesha qui, par exemple, au Sri Lanka, qui veut vraiment devenir un peu dépendante, soutenir sa famille, entreprendre. Pour le moment, elle fait des petits boulots précaires.
Généralement, c'est des gens qui manquent énormément de confiance là-bas. Les premières choses qu'on fait, c'est leur redonner confiance, de s'accrocher à ça, à l'espoir. Et puis, c'est des jeunes filles, par exemple, qui rêvent. Sophie les a accompagnées d'ailleurs, de créer des micro-business. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles cherchent pas à partir. Ils cherchent à monter des choses localement, en utilisant les ressources locales et en restant proches de leur communauté et de leur famille. Donc ça, c'est super intéressant. Ils sont très attachés à la notion de communauté et à la famille au sens élargi, quoi, un peu au sens de la tribu, la famille élargie avec les parents, les grands-parents, les oncles et les tantes, etc. Donc, sachant que là-bas, il y a aussi le système des mariages arrangés. Donc, c'est toute une autre culture complètement différente. Là, il y en a plein, je les ai pas tous mis. Bikash au Népal, donc un enseignant rural aussi qui voudrait passer à d'autres choses, changer sa façon d'enseigner, etc. Là, on a mis Fatou Kaber, qui est une maman solo, sans emploi stable, qui, pareil, voudrait être plus autonome, entreprendre avec d'autres femmes. Et c'est des gens, souvent, ils se sentent isolés, ils se sentent vraiment difficiles, problème de confiance pour acquérir des compétences. Bien souvent, on les aide juste à révéler des choses qui sont déjà là, ce qui est vraiment une approche orientée solution, d'ailleurs. Là, je vous donnerai les slides, parce que là, on va être en manque de temps. Donc, Yacine en mission locale. Là, Marc, ça, c'est le genre de personnes que l'on accompagne chez Pivot 78, donc des personnes en transition professionnelle qui quittent le monde du salariat, qui veulent monter une micro-entreprise, mais qui savent pas, qui sont pas accompagnés, etc. Et Sophie, alors c'est généré par des IA, vous voyez, donc c'est bourré de fautes d'orthographe, évidemment, parce que les IA, c'est les règles de ça. Et là, ça, c'est mon dernier persona, coordinatrice en mission locale, avec qui j'essaye de rentrer dans leur monde à eux. Et là, j'avais rarement vu ça, même en entreprise, il faut y aller au marteau-piqueur. C'est des gens qui sont dans un autre monde, mais à l'ancienne, mais complètement fermés. Même là, ils sont en train aujourd'hui, c'est une grosse mission locale, de s'interroger s'il faut intégrer l'IA ou pas, déjà dans leur taf, et pour accompagner les jeunes, quoi. Donc, ça veut dire que les jeunes sont déjà à la marge, ils vont être encore 10 fois plus à la marge. Mais on est en train... Avec le marteau-piqueur, ça fonctionne un peu, puisque mardi matin, je vais faire une première session quand même, chez ces personnes-là. Ça va pas vous faire peur à vous, ça ferait peur à plein d'autres mondes, mais comme vous êtes de ce monde-là, je vous ai mis là une cartographie, en fait, de toutes les pratiques qui ont été intégrées aujourd'hui. J'ai appelé ça Agile Humanware, d'ailleurs. Donc, vous retrouvez la facilitation graphique. Alors, j'en faisais, mais c'est Sophie qui porte le sujet maintenant bien mieux que moi. Le coaching solution focus, les pratiques narratives, le cœur de l'agilité de notre ami Alistair, parce que c'est très simple d'expliquer l'agilité et la culture agile, parce que quand on va avec les femmes, etc., au Népal et tout, je vais pas leur parler de Scrum, machin, enfin, ça serait pas. Tandis que quand on commence à dessiner le cœur, le machin, les 4 axes et comment ça se déploie comme un origami, ça fonctionne très, très bien. Et elles s'aperçoivent qu'il y a beaucoup d'agilité déjà dans ce qu'ils font. Voilà, et puis le host leadership, et puis un peu de management 3.0. Sharon Bowman, j'espère que vous connaissez, la pédagogie inversée, les liberating structures, et puis la boucle de Moebius. Donc, il y a quand même tout ça dedans, et il y en a encore des choses, mais tout s'intègre bien. Voilà, et je te passe la main pour parler un peu de tes trucs. De mes trucs. Allez, parlons de mes trucs. Avec les petites... Alors, j'ai fait une surprise à Sophie, je vais générer cet après-midi, ça. Voilà, des personas surprises que je découvre en même temps que vous. Ah, je te mets avec le texte. Non, je pense que je vais rester peut-être un peu plus général pour dire que voilà, tout ce qu'on a fait comme travail avec les femmes autour de avec la coopérative des femmes au Népal, tout le travail autour des ateliers de couture pour fabriquer donc les serviettes hygiéniques lavables en intégrant la démarche agile. Ça a beaucoup de succès, donc on s'est dit pourquoi pas, ça peut être un axe de travail intéressant dans l'ONG. Et donc créons une branche donc qui est ouverte à tous et à toutes les idées pour pouvoir développer l'entrepreneuriat des femmes et aussi leur autonomie, avec un axe qui me tient vraiment beaucoup à cœur autour de tout ce qui est économie circulaire et développement durable. Voilà, ne pas oublier aujourd'hui, je pense que ça fait partie des thématiques qu'il faut qu'on intègre. Et donc là, on peut refaire directement le lien avec ce que Laurent disait tout à l'heure, avec les compétences les objectifs de l'UNESCO. Donc là, on est sur le 12 et le 17, donc autour de la consommation responsable et l'économie circulaire, le développement durable.
Et puis les partenariats aussi, le développement des partenariats au niveau local, mais aussi au niveau international, puisque ben là, vous avez vu, on a travaillé en tant qu'ONG avec d'autres ONG, avec des associations locales. Et puis, moi, je suis aussi très investie chez nous, donc en banlieue parisienne, localement, donc sur l'association qui s'appelle Greenway, qui travaille autour du développement durable, où j'ai monté un pôle textile, et donc c'est là que j'ai commencé à me former. Et donc, les pratiques que j'ai ici en France localement, ben, on peut les adapter, les transférer à l'étranger, voilà. Et puis, je travaille aussi à la Croix-Rouge, aussi l'antenne locale de la Croix-Rouge. Donc là, on l'a pas mis, mais c'est aussi important parce que chez nous, il y a un énorme centre de tri. Et comme donc moi, je travaille, vous avez vu, autour du textile, on peut récupérer certains vêtements usagés ou voilà certains linges de maison, etc., qui partiraient potentiellement au recyclage ou dans des pays tierces pour s'en servir comme matériaux pour les ateliers qu'on mène à l'étranger. Donc voilà, ça fait. Donc là, on est vraiment dans cette logique d'économie circulaire. Voilà, voilà un petit peu. Moi, ça m'apprend plein de choses parce que Sophie, elle pratique, elle est dedans, elle découvre plein de choses surprenantes, singulières, etc. Et comment on les réintègre derrière. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai réussi à faire écrire Sophie. Donc, c'est page 100, pas les bonnes lunettes, 153. Une interview. Et en plus, c'est une interview en fait au départ. Et si vous cliquez là-dessus, si vous préférez pas aller, si vous n'avez pas envie de dire mais écoutez l'interview, vous pouvez écouter l'interview. C'était la ruse que j'ai utilisée pour. On s'amuse bien. Voilà, pour le syndrome de vaincre un certain syndrome de l'imposteur. Voilà. Vous avez encore du jus ou pas? Ouais. Si on va chercher 3 chiffres, c'est qu'on les fait tourner aussi. Allez, vas-y. Parce que je voudrais vous parler d'un sujet là qu'on développe beaucoup en ce moment. Ah, parce qu'on n'a même pas présenté l'agenda. Je vais prendre on va encore prendre 10 minutes de présentation. Après, on fait un break. Parce qu'après, après, on va vous faire bosser, évidemment. Parce qu'on a besoin de vous. Tu veux boire quelque chose? Non? Ça va? Il y a des choses que tu veux ajouter ou pas? Très bien. Tu peux un peu nous voir au cinéma. C'est ça? C'est le retour de tout Pardon, j'étais. Et là? Ouais. Bon, on va pas. Et juste à toi, Laurent, je te laisse la parole après. Si vous voulez, du coup, Laurent, parler de rupture douce, si vous ne l'avez pas acheté, ça en reste en stock, c'est un petit peu, si jamais ça vous intéresse. On avait commandé un petit peu plus et que vous pouvez les consulter si vous voulez aller voir Fred. Si vous voulez, si ça vous intéresse. Laurent, j'espère qu'on va finir, parce que tu en as pour 10 minutes. Dans la finir, du coup. Ouais, c'est parti. Ok. Donc, le truc sur lequel donc j'interviens beaucoup en ce moment. Et donc, d'ailleurs, j'ai reposté un truc. J'ai été encore faire une conf sur le sujet chez Pivot 78 là, il y a 2 jours. C'est donc, alors ça fait un peu placement de produit aussi. Hein. D'ailleurs, j'en ai une version quelque part. J'ai dû la laisser là-bas. Tiens, ouais. Ah bah ils sont là. Vous pourrez les regarder les bouquins. Les guides. Donc que j'avais écrit d'abord en anglais et tout ça pour les jeunes au Sri Lanka. Attends, tu peux passer le grand. Le grand, il est mieux. Le petit, en fait, j'ai dû faire des petits bouquins parce qu'en avion, ça pèse trop lourd, ça. Et donc, en fait, j'ai essayé d'intégrer là-dedans. Alors, c'est comme ça que j'avais créé Rupture 21, puis bien d'autres projets, etc. Donc, tous les outils qui viennent de notre écosystème agile et puis d'ailleurs. Et donc, ce que j'ai essayé de mettre là-dedans, évidemment, c'est une touche singulière. C'est qu'il n'y a pas que les ateliers, il y a plein de parcours. Et sur chaque atelier, quand vous prenez, je sais pas, un Lean Canva ou quoi que ce soit, pour chaque case de Lean Canva, j'ai 10 questions de coaching, quoi. Donc, les gens, en fait, quand je les fais travailler, ils se coachent entre eux avec ça. C'est même pas moi qui interviens, mais pour tous les ateliers, le guide du voyageur du futur, le Canva d'alignement de la proposition de valeur, etc. Ils ont toujours plein, c'est bourré de questions, à la fois issues du coaching solution focus et puis des pratiques narratives. Vous voyez, le value proposition Canva, pour chaque partie, donc il y en a plein, pour chaque partie, ils ont 10 questions et il faut que ça rentre dedans, etc. Donc, c'est avec ça que je fais beaucoup d'accompagnement aujourd'hui. Donc, chez Pivot 78, à La Ruche avec le programme The Human Safety Net.
Je vais essayer à la mission locale et puis la semaine prochaine, j'ai des rendez-vous avec d'autres ONG comme le groupe SOS, Pulse et puis un autre groupe pour essayer de leur apporter tout ça. Ce que j'ai pu constater aujourd'hui, c'est que dans les formules d'accompagnement que ces personnes ont, ils avancent pas des masses sur leur projet. C'est souvent, c'est quand même un peu de l'accompagnement à l'ancienne, descendant. Et puis souvent, la même question, c'est qu'après, il leur faut des formations en vente, en commerce, en machin, parce qu'il n'y a pas de clients. Voilà, donc c'est ça les accompagnements. Ils ne trouvent pas de clients. Pourquoi? Ils ont fait comme toutes les startups ou comme toutes les boîtes, c'est qu'on a une super idée, on avance à fond, on conçoit notre truc, etc. Et puis après, on va chercher des clients. Puis les clients, il y en a pas. Alors vous le savez très bien que nous, dans notre dynamique, c'est l'inverse. On va commencer par s'intéresser à nos clients, les personas, les machins, les canevas de proposition de valeur et compagnie, le MVP, enfin tous ces trucs-là. Donc en fait, on renverse tout avec ça. Et c'est ce qu'on leur apporte. Et j'ai créé plusieurs sections. La première, tenez, je vais vous faire un exemple de parcours. Ça, c'était juste pour vous dire que la prochaine version qui sortira en septembre, il y a énormément de choses que j'ai mis à la fin de Rupture de Suisse. Ça, c'est mon style. J'ai mis 6 ateliers d'auto-coaching pour tous les projets, parce que je vois essentiellement ça aujourd'hui, d'entrepreneurs qui se lancent dans des projets à caractère sociaux ou humanitaires ou avec une empreinte éco-responsable. Donc là, j'ai mis des ateliers d'auto-coaching, donc basés sur les piliers de l'économie circulaire que m'a donné Sophie, et puis sur les 17 objectifs de développement durable. Comme ça, ils peuvent vraiment creuser leur projet par rapport à ça. Ce que tu n'as pas dit, c'est que la vente du livre, où va l'argent? Ah oui, tous les livres, en fait, il y a le logo derrière, c'est pour alimenter les caisses de l'assaut, hein, c'est pas pour qu'on aille s'acheter des glaces. Hein. Et en plus, quand on dit alimenter les caisses de l'assaut, c'est pas pour nous payer nos billets d'avion pour aller au Sri Lanka ou quoi que ce soit, c'est pour payer du matos ou imprimer les guides. Donc il y a plusieurs parties en fait dans le guide. Je leur donne plusieurs outils déjà pour travailler sur la confiance en soi, leur motivation, leur intention. Donc là, je vais utiliser des trucs que vous connaissez, comme le cercle d'or de Simon Sinek, le fameux Start with Why, parce que bien souvent, ils passent pas ce truc-là. Parce que avec Simon Sinek, c'est pas compliqué. Ils vont vous décrire le how, c'est-à-dire c'est quoi leur business. Mais alors, le what, c'est-à-dire quel impact ils veulent, quel résultat, comment ils vont savoir que ça change la vie des gens, que dalle, et qu'est-ce qui les motive à faire ça, c'est flou. Donc déjà là, ils passent pas la porte. Donc derrière, on commence par ça en général. Derrière, et puis c'est d'être comme fou, c'est un vieux truc que j'utilise, un ikigai. Donc on enfonce le clou. Là, ils commencent à se dire, ah ouais, là, ça commence à être bien. Là, on commence à sentir où tu veux nous emmener, quoi. Après, je leur fais faire, suivant les contextes, on l'a fait au Sri Lanka. Un très bel outil des pratiques narratives, c'est l'arbre de vie de Dina Scherer. Donc ça, je vous invite à aller regarder ça. Et elle vient de sortir un autre super bouquin qui s'appelle Le voyage de vie aussi, notamment dans les aspects transition. Alors ça, je vais en parler à Agile en scène. Si vous avez vu, je vais faire la keynote de fermeture. Pour faire une transition agile bien gaulée, je pense qu'on prend le voyage de vie. Ça devrait faire quelque chose, quoi. Au moins, aller brainwasher le top management avec ça, ça devrait être cool. Derrière, après, pour monter leur projet, une suite classique que vous connaissez, on les fait travailler sur leur persona. Donc, bien souvent, déjà là, ça passe pas non plus parce qu'ils n'ont pas d'idée de leur persona, leur machin. Ou ils avaient des idées, mais des vrais personas avec des prénoms, tout, pas le truc lambda, le machin, etc. Puis les personas, on va s'arrêter là. Vous allez aller les voir, hein, vous allez les questionner, vous allez vérifier vos hypothèses, etc. Derrière le canevas de proposition de valeur de Strategizer, toujours avec ces deux parties, la carte du client et puis après son offre. Et puis avec un petit twist solution focus que j'ai rajouté, c'est-à-dire quand on va travailler sur tous les thèmes, tout ce qui emmerde un client, on va lui demander ce qu'il veut comme plaisir, kiffer, etc. On revient dans les peines et puis à la place de tes peines, qu'est-ce que tu veux? On va purger ça et puis on va le remettre là-haut. Voilà. Après, on va dans un Lean Canva. Alors, j'explique pourquoi je fais le Lean Canva et pas le Business Model Canva, parce que quand j'ai créé Rupture 21, moi, c'est le unfair advantage qui m'a tout de suite fait tilt. Qu'est-ce que j'avais d'unfair? C'est pas compliqué à l'époque où j'ai créé Rupture 21. Je crois que j'étais le seul en France, voire en Europe, à avoir créé un cabinet de coaching agile comme on avait fait, un centre agile comme on avait fait à l'ASG, une transformation d'envergure de ce truc-là. Il n'y en avait pas d'autres sur le marché. Voilà. Alors après, pour renforcer un peu tout ça, et ce qui leur fait très mal, donc la matrice de différenciation, donc le Purpose Alignment Model, vous le connaissez tous? Non, celui-là, il est extrêmement puissant. C'est un cadran tout simple. L'axe du bas, c'est qu'est-ce qui est critique pour votre business, du pas critique au très critique. Et l'axe vertical, c'est qu'est-ce qui est différenciant, pas différenciant. Donc, ce qu'on met dans la case en bas,
À droite, c'est ce qu'on va faire à parité avec les autres. Donc ça, c'est l'océan rouge. Et là-dedans, on met le moins de pognon possible. C'est essentiel, mais je ne vais pas consacrer des masses parce que tous les autres, ils me copient. On fait pareil. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qu'il y a dans différenciant. Là, je vais injecter du pognon. Et si je veux être différenciant, peut-être que j'ai pas envie d'être différenciant, mais après, il faudra pas que je pleure que j'ai peut-être pas de business ou que c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ce qui est relié avec le unfair advantage, évidemment. Le has-been ou le offload en bas à gauche, c'est finalement tous les trucs qui n'ont aucun intérêt ou que je les fasse. J'ai pas d'intérêt à dépenser de l'argent là-dedans. Donc typiquement, la compta, maintenir son site web, gérer sa logistique, c'est là à la limite qu'il va falloir peut-être aller chercher du côté des agents IA pour balancer un paquet de trucs là-dedans et puis se décharger du temps. Et le next gen, c'est de se dire, je suis différenciant, mais ça risque de durer que 6 mois. Donc, il faut peut-être que je vois le coup d'après quand même. Voilà. Donc, c'est pareil, vous voyez, leur cerveau, il prend cher quand même quand on les fait passer là-dedans. Et puis après, je les envoie, c'est bien. Maintenant, on va casser tout ça en petits morceaux et tout pour démarrer. Donc, on prend un User's Guide to the Future qui va permettre de décomposer c'est quoi les piliers, les briques que vous allez devoir construire progressivement. Qu'est-ce qui va vous permettre de le faire? Vous avez quoi comme ressources aujourd'hui pour le faire, etc. Et puis après, on part dans la boucle de Moebius de Gabriel Benefit pour faire son premier MVP. Et le premier MVP, évidemment, c'est pas dans 6 mois, quoi. Voilà. Donc voilà, donc ça je leur ai les entrepreneurs là, j'ai fait une conférence donc l'autre soir, ça a duré 60 minutes. Bon, ils étaient un peu donc derrière ils demandent des masterclass parce que bon, ça serait bien qu'on revienne là-dessus. Puis avec ça évidemment et voilà. Donc ça c'est mon kiff et vous voyez donc c'est sur un plateau tout ce qu'on a pu avoir dans notre meilleure des pratiques agiles, la culture agile, réutilisée donc au service de causes humanitaires. Voilà. La prochaine version je suis en train de faire et qui sortira en septembre, parce que j'arrête pas, je vais tenter de voir comment je peux intégrer tout ça, parce que là, il y a des programmes, par exemple, pour la ruche, c'est 9 mois, on voit les gens une fois par mois. Moi, je dis, c'est pas possible, ces délais-là, etc. Donc, faire un truc qui soit pour incuber en 5 jours, pour faire un launchpad, quoi, un peu à la Elon Musk. Et je vais pas inventer un nouveau modèle. Il est plus aimé, c'est ça, merde. Et pareil, je vais réutiliser un truc qui vient de notre communauté. Je vais intégrer tous mes machins dans un design sprint. Alors, la première version, la deuxième de 4 jours, j'aime moins. De 5 jours, donc de Google Venture, parce que c'est déjà une ossature qui existe. Et puis pourquoi je fais tout ça aussi, c'est parce que je tiens à vous embarquer dans cette aventure et que si je veux embarquer des agilistes, autant qu'on se comprenne et donc autant qu'il y ait un max d'outils agiles dans ce que je fais. Comme ça va aller plus vite sur l'onboarding et surtout sur le respect de ces outils-là avec les bonnes valeurs qu'il y a derrière. Donc ça devrait être, je vais faire ça cet été, puis pour le mois de septembre, octobre. Il y a déjà une ossature qui existe. Voilà, je vais passer dessus. Et alors, ce que vous verrez dedans, ce que j'ai réintégré dedans, parce qu'on m'a dit, ouais, mais il y en a, c'est du lourd, ton truc, parce qu'il y a la Product Box aussi, enfin, il y a tout un tas de trucs sur les outils de com avec l'elevator pitch, mais j'ai également aussi pris les pitching hacks de venture capitalist pour faire ces 10 slides qui tuent les venture capitalistes, etc. Elle dit, comment on fait pour s'y retrouver? Donc, j'ai imaginé différents parcours en fonction de ce que veulent faire les personnes. Donc, c'est dans les questions qu'on a au départ, on a des petits parcours qu'on leur propose. Donc, à la fois, ça sert sur l'entrepreneuriat. Donc, ça, vous verrez, vous les regarderez un peu plus tard. Il y en a plusieurs. Passer de l'idée à la mise en action rapide, renforcer sa communication, son marketing, relancer un projet existant qui est un peu mort. Et puis, j'ai décliné tout un tas de parcours aussi pour travailler sur l'employabilité. Parce que tous les outils, il y a beaucoup d'outils qui sont dedans. Vous avez, par exemple, même sur soi, vous avez Business You j'ai oublié le prénom, qui est comme un Lean Canva, mais qui est sur soi, qui est très bien aussi. Donc, pour les gens qui aiment les Canva, tout le monde n'aime pas les Canva et se mettre dans des boîtes, mais ça peut être un outil très bien. Donc, voilà, préparer sa première expérience professionnelle et tout. Donc, il y a tout un tas d'outils là-dedans. Je dis, je vais pas réécrire un bouquin sur l'employabilité, tout est dedans. Et puis voilà. Donc, on va mettre tout ça en œuvre. Voilà. Et puis, le petit mot aussi, on a des soutiens à remercier dans cette histoire. On a actuellement, on va dire, plutôt pas mal d'argent dans les caisses de l'Asso grâce à la vente de ces livres et grâce à des entreprises qui achètent ces livres, notamment, par exemple, au Crédit Agricole, chez Cassib, Jérôme Bourgeon, qui lui est basé à Singapour, que j'ai formé juste avant de fermer Rupture 21 au mois de décembre 2023, à animer un bootcamp Management 3.0 ou dialogique avec moi. Et lui, il a importé ça là-bas et l'année d'après, il en a fait une 100
sur Singapour, Hong Kong et sur les places asiatiques. Et à chaque fois, il me dit, Laurent, pour pouvoir supporter tes projets et tout, on achète les livres. Donc, il a acheté massivement les livres, donc ça fait beaucoup de revenus. Frédéric Renard aussi, qui est la responsable chez Personal Finance à la BNP de tout ce qui est le département de conseil interne, que j'ai complètement switché en mode dialogique aussi, et qui régulièrement renouvelle, parce qu'il y a des nouveaux entrants dans ces équipes-là, ou les propage, donc commande les livres. Pivot 78 aussi, qui ont acheté ces livres-là. Donc, c'est notre moyen aujourd'hui de récolter des fonds pour pouvoir après investir. Et notamment, on a un projet au Népal, alors j'ai un peu du mal à le faire avancer, mais de monter un Digital Skills Center, donc avec des laptops, etc., plus tout un tas de cours, de pouvoir réduire la fracture numérique et IA et avoir un truc un peu ambulant. Donc là, il faut un peu d'argent pour acheter les laptops. Alors, on les achètera sur place, pas ici, évidemment. Il faut un peu d'argent pour ça. Et puis, cette année, il a fallu faire notre première vraie AG parce que j'étais bricolo pendant 5 ans parce que il y a des appels à projets de fondation, il faut qu'on soit un peu sérieux, quoi. Donc, il faut qu'on ait fait une AG, qu'on ait rempli tous les sites du gouvernement, machin. Et alors, il n'est pas là ce soir. Il y a dans les membres de l'asso, il y a Fabrice Bloch, que vous devez forcément connaître, qui est le vice-président et qui me sert de mentor parce que lui, avec Agile France, il a l'habitude de monter des assos, etc. Et il m'a dit, ouais, Laurent, là, il faut que tu te bouges un peu quand même et il faut que tu sortes de ta coquille. Et la première chose à faire, c'est si tu veux faire une vraie AG, il faut qu'il y ait des adhérents quand même en dehors de nous, quoi. Sachant que les membres de bureau n'ont pas l'obligation d'être adhérents en plus. Donc, on avait 0 adhérent, quoi. Donc, on a fait une petite campagne d'adhérents. Donc, aujourd'hui, on a 20-25 personnes. Donc, ça fait partie aussi de nos soutiens. Puis, si vous voulez rejoindre le truc, voilà. Tu veux ajouter des choses? Non. Si ce n'est que je remercie Fabrice de m'avoir tortillé qui n'est pas là, mais voilà, d'avoir permis de concrétiser tout ça pour qu'on ait un cadre qui va nous permettre aussi de répondre à des appels à projets, voilà. Et donc, parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Alors. Et donc pour finir, j'ai été parachutée, non, élue trésorière de l'association. Et voilà. Et parce que l'idée, c'est que si j'ai créé tout ça aussi, pour ceux qui me connaissent, c'est aussi de partager, de faire bénéficier ça, de faire grandir au travers de ce container quelque part, de devenir une communauté. Donc, c'est d'embarquer des gens comme vous, du monde comme vous, qui viennent de notre communauté d'ailleurs. Donc, d'accueillir Agile Humanware, toutes les pratiques qu'on a et tout, puis de les mettre en œuvre et puis d'amplifier l'impact qu'on peut avoir, donc l'impact social et sociétal qu'on peut avoir. Et puis, c'est bien beau aussi d'embarquer du monde, mais si on n'a pas de terrain de jeu, on va s'ennuyer, pas de refait. Et c'est aussi de faire appel à tous ceux qui peuvent nous aider à rencontrer du monde qui pourrait être d'autres associations, d'autres ONG, des institutions publiques surtout, qui pourraient être intéressés par un rafraîchissement de leurs pratiques ou un enrichissement de leurs pratiques pour qu'on puisse intervenir, alors en France, bien sûr, puis pourquoi pas à l'étranger. Et aussi d'avoir un peu une taille critique, parce que c'est là-dessus que je voudrais vous faire travailler après. On m'a gentiment envoyé des appels à projets de fondations, comme la Fondation Orange, la Fondation BNP, la Fondation Maïf. Le dernier, c'est mon conseiller Crédit Mutuel avec qui j'ai un super fit qui m'a dit « Regarde, Laurent, il y a un super appel à projet au Crédit Mutuel. » Alors, si on se bouge, c'est le 15 juillet qu'il faut rendre le truc. Mais vous allez travailler dessus ce soir, parce que je dis, c'est dommage, puis moi, je suis une tanche pour répondre à tous ces trucs-là aussi. C'est pas du tout j'ai essayé d'en faire un avec mon fils sur Erasmus, ça m'a pris des heures, des jours et des jours, puis en plus, on a été bâchés derrière. Après, c'était pas le plus facile. C'était pas le plus, c'est pas le plus facile. Mais là, il y a des trucs qui me semblent à portée de main. Et donc, j'aimerais, on aimerait après, quand vous serez rafraîchis, etc., faire des petits groupes. On va vous soumettre 2-3 appels à projets, puis de voir. On va se mettre en mode Wise Crowd. Je sais pas si vous connaissez la Liberating Structure. Enfin, c'est du codev. C'est-à-dire qu'on va vous demander à quoi vous le savez maintenant, comment vous pourriez nous aider à répondre à ces appels à projets. Et puis après, c'est par rapport à tout ce que vous avez vu là, etc. aussi, c'est de nous poser toutes les questions intéressantes après avoir lu les appels à projets, de nous poser tout un tas de questions qui pourraient aider. Puis après, c'est de nous faire une proposition. Si ça vous convient. Il est 20h20. Je pense que ça sera bon. On aura 21h. De toute façon, il faut timeboxing. Voilà.
Bravo. Merci. Est-ce que vous avez déjà, peut-être, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, ou alors on pose des questions en buvant un coup. Vas-y. Moi, alors, je réponds peut-être pas trop loin parce que je pense que la question elle peut amener loin, mais je suis curieux. Moi, je t'ai connu, du coup, tu étais salarié à la SG. Après, tu as monté ton cabinet, tu te rapprochais plus du coup de nous. Et là, tu fais une transition. Tout à l'heure, tu parlais de transition. Et la question dedans, c'est. La bifurcation, hein. Bifurcation, ouais, c'est plus. Mais la question que moi je me pose, c'est du coup, c'est la question qui est dure pour beaucoup. C'est en fait, c'est de ne pas faire ça dans un cadre associatif et d'en faire son métier. C'est de garder ça et pas faire ça à côté de son travail parce qu'il faut aussi manger, etc. Et savoir toi comment tu l'as fait. Est-ce que tu l'as fait progressivement? Est-ce que tu l'as fait d'un coup? Est-ce que tu arrives à te faire financer par ces à projets qui te permettent d'en vivre malgré tout ou pas? Alors, la réponse est la suivante, c'est qu'à 40 ans, quand je suis rentré, nous sommes rentrés d'Inde, les Indiens là-bas, les copains indiens avec qui je discutais m'avaient enseigné que l'homme n'a pas été créé pour travailler. Ça m'a travaillé. Et surtout, quand je suis rentré, je suis revenu à Lasgib, donc dans les tours de verre, là, dans ce monde quand même un peu spécial. Là-bas, j'étais bien tranquille. Et là, j'ai eu comme un peu une épiphanie. Et je me suis dit, j'ai 40 ans, j'ai travaillé 15 ans. OK, pour en mettre 15 sur la table, mais après, je veux être libre. Première chose. Deuxième chose, je ne crois pas dans notre système de retraite. C'était donc, quand j'avais 40 ans, donc en 2000. C'est toi l'ingénieur, c'est pas moi. 2008, quelque chose comme ça. Madame m'a dit, t'es un tordu. Moi, j'ai peut-être pas envie de m'arrêter à 55 ans. J'aurais peut-être envie de continuer. Mes potes m'ont dit, t'es un fada. OK, pensez ce que vous voulez. Quand on a et là, c'est là que je vois aussi la puissance d'avoir un objectif, une vision et un objectif précis. C'est-à-dire qu'après, même nous, au sein de notre couple, de l'éducation des enfants, de plein de choix, on a fait plein de choix de vie pour arriver à ça. OK? Ensuite, j'ai monté Rupture 21, qui a été un cabinet singulier avec une signature particulière. On a gagné, je n'ai pas honte de le dire, j'ai gagné beaucoup d'argent parce que j'étais complètement en dehors du marché. J'ai travaillé avec 5 VIP pendant 10 ans, avec quelques touches à droite à gauche. Mon expert comptable, il était fou. Il m'a dit, Laurent, t'en perds un, tu perds 20% de ton chiffre d'affaires. Quand j'ai fermé la boîte, ils m'ont dit, on n'a jamais vu ça. Tu les as tenus, vous avez travaillé ensemble. Et en plus, suite à un quiproquo sur la date d'arrêt de mes activités, j'ai dû terminer 6 mois à l'avance. Et ils ont tous pleuré parce que je terminais 6 mois en avance. Donc, c'est cette conjonction de tout ça qui fait que j'ai pu mettre de l'argent de côté, que nous, on est plutôt cigale que fourmi, et que j'ai fait mon calcul de dire combien il faut que je mette de côté pour qu'à 55 ans, je m'arrête et j'ai de quoi, j'ai toujours mon activité indépendante qui va me rémunérer. Alors au début, c'était prévu 62 ans. Si Manu nous avait pas fait une entourloupe, ça sera jusqu'à 64 ans. Enfin, 63 pour moi puisque je suis carrière longue. Voilà. Donc, je me suis baqué financièrement avant, parce qu'on est quand même si nos enfants, enfin, grands, pseudo-grands, on va dire, pour pouvoir y arriver et pour pouvoir faire une rupture. Alors après, je pense que je vais écrire un bouquin là-dessus, la rupture, pour passer pour la bifurcation. La rupture n'a absolument pas été douce. Pas financièrement. Est-ce que tu te finances pas avec l'ONG. Non. On n'a pas de salaire, on n'a rien. On est bénévole 100%. On est complètement bénévole tous les deux. Quelqu'un qui a un projet, qui veut faire appel à vous, n'a pas besoin de sortir un budget particulier. Non. Zéro. Après, c'est s'ils veulent commander les livres, les machins et tout. Moi, je dis, on intervient. Nous, on donne tout notre temps, notre expertise et tout. On fait en sorte que ça nous coûte pas d'argent. Voilà. Après, comme là, je dis, aujourd'hui, j'ai pas mal d'argent lié à ça et on n'a pas encore dépensé. Mais on va pas dépenser. Comme je vous l'ai dit, même si on va retourner au Sri Lanka, etc., ou le Cap-Vert, on se finance nous-mêmes sur nos propres fonds, nos billets d'avion. On va pas, parce qu'en plus, on va aller faire des treks, des machins à côté, etc. Et puis, j'ai pas envie de financer avec les fonds de l'ONG, Air France ou Sri Lanka Airlines, etc., aussi, quoi. En fait, Donc, tous les fonds de l'ONG, c'est pour les actions qu'on va mettre en place. Donc, ça, pour l'instant, ça nous a servi à acheter du matériel principalement. Voilà, mais nous, on est 100% bénévoles. Tous nos frais, on les paye nous-mêmes, quoi. Voilà, même les frais de repas, l'hébergement, tout ça, c'est voilà.
C'est pour ça que quand on vous dit 100% bénévole, c'est vraiment Et notre ça, temps qu'on donne. Et ça ouvre des discussions et des perspectives complètement différentes avec les gens avec qui on travaille, puisqu'on n'a pas de lien commercial, en fait. Il n'y a pas de relation commerciale. Donc voilà, donc c'est un projet qui s'est mûri, qui a duré 15 ans pour y arriver. J'ai pas gagné au loto, on n'a pas eu un héritage, on n'est pas des mécènes ou je sais pas quoi. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et par contre, là, vous verrez sur les appels à projets, parce que on me les a donnés, je savais même pas que ça existait, ces trucs-là. Je me dis, par contre, là, alors je vais pas faire teaser, mais j'ai des idées de monter. Alors, on va dire, par exemple, si on veut monter un dispositif, allez, je vais quand même lâcher un peu, type bootcamp, je vois Henri, parce qu'on a fait plein de bootcamp aussi chez Groupama, etc. Et par exemple, un bootcamp pour embarquer sur de l'entrepreneuriat agile, tout un tas de jeunes qui viennent de missions locales, machin, etc. Ben ça, il faut le financer. C'est-à-dire que, et c'est pas les institutions publiques qui vont pouvoir le financer. Financer, c'est pas nous payer en salaire, c'est louer une salle, avoir de la bouffe, payer les guides, ce genre de choses. C'est aller chercher cet argent pour financer ces événements-là. D'ailleurs, vous verrez que dans l'appel à projet d'Orange, c'est bien marqué, ça ne doit pas financer de salaire. Mais la préparation, les dispositifs, le design, le machin, etc. En termes de, quand tu parles de dispositifs humains, il y a vous deux. Enfin, Fabrice est vice-président, mais en termes d'actifs dans Force Active. Nous deux. Pour l'instant, il n'y a que nous deux, on espère qu'il y aura c'est pour ça qu'on d'autres personnes. Voilà. C'est pour ça qu'on s'ouvre. C'est pour ça qu'il y a les adhérents. Les ressources, Ah, mais les appels à projets, on les fait même pas parce qu'on est que tous les deux, on est tout seul. Et puis, on n'a pas la taille critique non plus. Donc, et puis, moi, j'ai pas envie d'y aller tout seul tout le temps, quoi. Ou avec Sophie, c'est qu'on a envie qu'il y ait d'autres personnes qui viennent aussi, quoi. Mais pour ça, il faut créer des dispositifs, créer des terrains de jeu. Et puis, bah, là, là, il y a des fondations qui pourraient nous aider, en fait. Donc, c'est le truc. Il y en a plusieurs, en fait. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on rate un peu le train parce que, je l'ai appris cette année. Ces appels à projets sont lancés en général entre janvier et mars, avec des réponses à faire en avril-mai, décision en septembre pour exécution fin d'année ou l'année d'après, quoi. Là, il y en a encore 2 qui traînent en ce moment, quoi. Je dis, c'est pas grave, on apprend, faut qu'on se prépare pour l'année prochaine. On n'est pas en retard. On apprend et on se prépare, quoi. Et si on arrive, vous verrez les sujets, je pense qu'ils vont vous toucher. Et puis par rapport à ça, je pense qu'on a tout pour répondre à ces trucs-là, quoi. On a tout pour répondre à ces trucs-là. Donc, je trouve ça serait dommage qu'on passe à côté de ces opportunités-là, quoi. Voilà. On fait un petit break. J'ai répondu ou pas? On a répondu avec Sophie à ta... Ah oui. Alors, le montage que j'ai fait financièrement, on pourra en parler après, parce qu'on a quand même fait bosser des fiscalistes et des juristes derrière pour s'assurer qu'on était dans les clous. OK. Ouais, c'est une question qui t'a dit.